Depuis 10 ans dans le monde, ce sont en moyenne chaque année 24 millions de personnes qui sont contraintes de quitter leur maison à cause des catastrophes naturelles comme des inondations ou des sécheresses. La majorité de ces personnes habitent dans des pays dits du Sud, donc des pays qui sont principalement situés dans l'hémisphère Sud à faible revenu. Au Bangladesh, ce sont des milliers de personnes qui perdent leur maison dans la montée des eaux et qui sont contraintes de quitter leur lieu de vie. Au niveau mondial, ce sont les habitants des pays du Sud qui sont les premiers impactés par l'urgence climatique, alors que ce ne sont pas eux qui polluent le plus. Par contre, leurs ressources se retrouvent souvent exploitées voire polluées pour répondre aux besoins des pays du Nord. Maintenant, si on regarde à travers le prisme du genre, donc le prisme homme-femme, on se rend compte que les femmes sont davantage impactées par l'urgence climatique, mais aussi qu'elles polluent moins. Et si on regarde à l'échelle nationale, les populations les plus touchées par le changement climatique, ce sont les populations précaires. C'est par exemple le cas en France. Les populations les plus précaires vivent dans les banlieues, dans les territoires d'outre-mer ou dans les zones rurales, et ce sont les plus touchées par le changement climatique. Mais ce sont aussi souvent des personnes qui sont exclues des débats autour de l'écologie. Alors quand on parle d'écologie pour trouver des solutions efficaces, il est important d'inclure tout le monde, car ces personnes exclues du débat ont la connaissance de leur territoire. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode hors série d'Immigration sans tabou, avec Souba Brunel et Paloma Maurice qui travaillent quotidiennement sur le sujet. Cet épisode on l'a tourné il y a bientôt 1 an, c'était à l'occasion du festival de Comoon. Il a été tourné dans un lieu un peu bruyant, donc on s'excuse s'il y a des bruits derrière. Dans cet échange, vous allez entendre des termes particuliers comme l'écoféminisme décolonial ou le racisme environnemental. Si les explications ne sont pas suffisantes pour les comprendre, on vous remet les définitions en description. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Je suis Jeannette, la fondatrice de Comoon Media, le média qui vous donne les clés pour mieux comprendre l'immigration, et je vous laisse avec Souba et Paloma. Je suis donc Souba, je suis la fondatrice de l'association écoféministe qui s'appelle Les Impactrices donc depuis 2017. L'ambition est de promouvoir la place des femmes et la diversité des voix pour un mouvement climat qui soit plus juste et plus inclusif en mettant au centre les premières personnes qui sont impactées et notamment les femmes et la diversité. Nous avons pour ça un festival et un média ainsi que des formations sur l'empowerment et le leadership pour que ces personnes-là puissent prendre leur juste place dans la transition écologique et une communauté d'entraide pour développer leurs projets impact. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paloma Moritz et je suis journaliste pour un média qui s'appelle Blast, qui s'est créé en mars 2021, un média indépendant qui a vocation à aider un maximum de personnes à prendre de la hauteur sur l'actualité et aussi à comprendre la complexité du monde dans lequel on vit. Moi, je traite principalement des questions écologiques, mais aussi politiques et de société. Donc voilà, ces derniers temps, avec la loi immigration, j'ai pas mal aussi traité de cette thématique et évidemment voilà, de tous les fils qu'on peut tirer à partir du moment où on commence à se plonger dans ce que signifie l'urgence écologique aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question, c'est comment et pourquoi vous êtes intéressé aux questions environnementales, mais aussi féministes et décoloniales? Est-ce que ça a été des expériences particulières? Est-ce que ça a été graduel? Et voilà, comment ça s'est passé pour vous? Alors pour moi, c'était une série de déclics. Ça a commencé il y a très longtemps, on va dire, dans ma folle jeunesse, en école de commerce. Donc j'ai atterri dans une école de commerce, je venais de banlieue, donc j'ai traversé de l'autre côté du périph'. Et dans cette école de commerce, quelques semaines après la rentrée, il y a eu... on appelle ça un business case, c'est-à-dire que le professeur nous a dit, voilà, vous avez 2 heures, je vais vous séparer en groupes de 5 personnes. Chaque groupe représente une entreprise, une multinationale, et en face de vous, vous avez une map monde. Et dans cette map monde, on voyait en fait combien ça coûtait si on produisait dans tel pays, les matières premières, etc. Et on avait du coup 2 heures pour faire le maximum de chiffre d'affaires, sans aucune conscience écologique ou même humaine. Et moi, je me suis retrouvée dans un groupe, donc déjà avec ma classe qui était complètement monochrome. Je rapportais un peu cette touche de couleur dans cette classe d'école de commerce. Et donc, j'avais aussi compris ce que c'était des particules dans un nom de famille, qu'est-ce que ça signifie aussi. Donc, c'était quand même un autre monde pour moi. Et donc, j'arrive à quelques semaines après la rentrée dans cet autre monde. Et puis, j'ai cet exercice-là et je comprends pas ce qui m'arrive parce que en fait, les 4 personnes avec moi, elles arrivaient à dire « Ok, on va produire en Indonésie, on va extraire des minéraux en Afrique, on va faire 10, 15, 20 allers-retours pour fabriquer notre produit, en s'en foutant en fait de l'exploitation des ressources, en s'en foutant aussi de l'exploitation des êtres humains, parce que quand on voit que c'est 0,85 dollars par jour, on sait très bien que du coup, c'est de l'exploitation et des conditions de vie inhumaines qui conduisent à la mort. Et en fait, ces personnes-là, sans le faire exprès, encore une fois, elles le font sans sourciller. Et moi, je comprends à ce moment-là que c'est pas du tout mon monde. Mais qu'est-ce que je fais dans cette école de commerce?
Et donc, du coup, ça se dessinait vraiment symboliquement à cette table-là d'une classe d'école de commerce, tout ce que, en fait, je vais ensuite dérouler, tout ce qui ne va pas, en fait, tous ces systèmes d'oppression dont on va parler, qui se déroulent là symboliquement, c'est-à-dire que pour le pouvoir et l'argent, on va sacrifier des vies, on va sacrifier des terres qui ne sont pas, enfin, qui sont des terres spécifiques, celles des pays du Sud global, dont notamment là d'où je viens. C'est pour ça que j'étais en sidération complète. C'est des personnes qui n'ont pas vu que, en fait, c'est des personnes qui me ressemblaient, qui les exploitaient même virtuellement, mais qu'on allait exploiter quand on serait plus grand. Donc là, il y avait vraiment une fissure à ce moment-là. Je me rappelle ce jour-là, le soir, j'avais appelé ma mère en disant « Oh, maman, je ne vais plus y aller, je ne sais pas pourquoi je fais une école de commerce, etc. » Et puis bon, elle m'a dit « On a fait le prêt, donc tu fais. » Mais bon, c'était très bien parce que quelques semaines après, l'école de commerce, c'était cool, elle m'avait proposé un projet pour faire un audit environnemental dans les entreprises. On était en 2006. Donc l'environnement, c'était une raison comme ça, quoi. C'était juste pour qu'on travaille en groupe, qu'on apprenne à travailler en groupe. Et c'est là que j'ai compris, en fait, en faisant ce projet-là, qu'on pouvait avoir un peu plus de sens en travaillant dans une entreprise. Donc c'était en 2006. La RSE n'était pas du tout à la mode à ce moment-là, mais j'ai fait mes premiers pas dans la transition écologique à ce moment. Alors, moi, j'aime pas beaucoup cette question du déclic parce que je suis assez d'accord. Hein. Je pense qu'on en a plusieurs et il n'y a pas un moment où d'un coup, on change totalement de vision sur le monde. Pour moi, l'urgence écologique, en fait, c'est des nouvelles lunettes qu'on peut adopter pour regarder le monde. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si on changeait notre correction, on rajoutait des verres à ces lunettes-là pour affiner en fait notre compréhension du monde. Je pense que la première chose, en tout cas moi, ce qui m'a touchée, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui est à la fois émotionnelle, presque sensible en fait, et il y a aussi des prises de conscience très rationnelles. Et les deux se mélangent avec le temps, et malheureusement le rationnel a tendance à aussi prendre le pas, et c'est pour ça qu'il faut parfois revenir dans l'émotionnel quand on est engagé depuis, voilà, moi ça fait à peu près 15 ans que je suis engagée sur ces questions, et parfois on est obligé de revenir dans l'émotionnel. Mais en gros, moi ce qui m'a aidé avec l'urgence écologique, et là où ça a fait écho en moi, c'est que ça m'a permis de mettre des mots sur le sentiment d'absurdité que j'avais sur le monde, en me disant il y a tellement de choses qui ne vont pas, et en fait de réaliser avec le temps que tout est lié. Et justement, tu disais féminisme, le féminisme, la pensée décoloniale, l'écologie. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vont nous dire arrêtez, il faut pas tout mélanger, alors qu'en fait on se rend bien compte que tout ça est lié à une pensée qui en fait a vu le jour au moment de la Renaissance, qui a été la division entre la nature et la culture. Et en plus, moi, je l'ai vraiment étudié, j'y ai cru à cette pensée à un moment, et cette idée que, en fait, voilà, tout ce qui relève de la nature va être considéré comme inférieur et va pouvoir être dominé, que ce soit justement les femmes, les écosystèmes ou justement les populations colonisées. Et en fait, de commencer à faire le lien avec tout ça, entre tout ça, permet de comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui et ses origines. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça. Moi, à l'époque, j'avais étudié, c'était le moment où tout le monde parlait de l'anthropocène. Donc, cette idée qu'on est entré dans une nouvelle ère dans laquelle l'humain est devenu la principale force géologique, donc a le principal impact sur la planète. Et il y a des chercheuses qui ont commencé à parler de l'androcène, en disant qu'en fait, justement, tout ça était genré et que ce n'étaient pas les humains dans leur ensemble qui étaient responsables des destructions et des systèmes de domination dans lesquels nous sommes aujourd'hui, mais un petit groupe d'humains, principalement des hommes, et le fait de commencer justement à avoir en fait une pensée de plus en plus précise sur ces questions permet aussi de mieux s'attaquer à la cause de tout ça. Et la cause de tout ça, c'est aussi ce à quoi on nous a biberonné depuis notre enfance, notre adolescence. Voilà, tu parlais d'école de commerce, moi j'ai fait Sciences Po, on m'a expliqué que le capitalisme c'était la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, ce qui est absolument passionnant avec ces questions, c'est que ça nous oblige justement à remettre en question tout ce qui nous a été présenté comme des évidences pour justement aller aux causes du problème et ne pas traiter que ses conséquences. À un moment où justement on nous parle de croissance verte, de solutionnisme technologique, et qui ne va jamais s'attaquer aux causes et qui nous dit finalement qu'on peut continuer à vivre exactement de la même manière en changeant juste certains petits détails et qui ne changera rien au système de domination dans lesquels on est. Merci beaucoup. On a parlé d'écoféminisme décolonial. Souba, qu'est-ce que c'est ?
Alors, peut-être je vais recontinuer juste sur la première question, comme ça on va voir pourquoi j'en suis arrivée à l'écoféminisme décolonial. Du coup, le premier déclic était écologique, donc c'était en école de commerce. Je fais ma carrière dans la RSE et donc une grande carrière. J'étais devenue directrice RSE dans un grand groupe à la table de décision. Donc en face de moi, 14 hommes blancs avec des particules encore. Ça me rappelait du coup cette table à l'école de commerce. Et en face de moi, du coup, au comité de direction, ils étaient 14, on était 2 femmes directrices, donc moi, RSE, et puis bon, peut-être vous devinez déjà, l'autre, c'était la communication. Et donc, le déclic vraiment qui a lié l'écologie avec le féminisme, c'est le fait que je suis tombée enceinte. Et malheureusement, c'est pas une histoire du coup exceptionnelle. Du coup, lors de ma grossesse, le retour de congé maternité ne s'est pas bien passé. Et en fait, en entreprise. Et donc, du coup, moi, j'ai lié mon expérience personnelle, et tu le disais très bien, le rationnel et l'émotionnel. Mais du coup, j'ai lié l'expérience personnelle avec mes déclics. J'étais en plus dans la RSE, donc c'était facile pour comprendre aussi le fait des inégalités liées au genre au moment de la grossesse et les obstacles qu'il y a même économiquement, au niveau de sa carrière professionnelle, etc. J'avais oublié de dire que dans bien sûr, cette table de comité de direction, j'étais aussi la seule personne racisée. Ça faisait beaucoup. De toute façon, ça fait toujours beaucoup. Et en fait, tout ça pour dire que c'est là aussi qu'est né le déclic écoféministe et la naissance des impactrices. C'est-à-dire que pour moi, je voyais vraiment concrètement l'urgence d'avoir aux tables de décision, aux tables de discussion, les premières personnes qui sont impactées, les premières personnes qui sont mises en situation de vulnérabilité par la société patriarcale, capitaliste et colonialiste. Et donc, du coup, ces personnes-là doivent être au centre des discussions et au centre des décisions de toutes les tables, et y compris et surtout celles qui parlent de climat et celles qui parlent d'impact et de transition écologique. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé les impactrices. Et en fait, le déclic décolonial, ensuite, je commençais à prendre la parole. Donc, on était dans les années 2017-2018, et je rencontre le mouvement climat, etc. Et en prenant la parole dans ces mouvements aussi monochromes, en tout cas vraiment beaucoup en 2017, je me retrouve avec des propos sexistes et racistes, alors que mon associée, elle avait quand même les propos sexistes, mais pas racistes, du genre... on m'a interpellée, c'était une de mes premières conférences, où on me disait, mais si vous n'étiez pas si nombreux dans votre pays, on ne serait pas dans cette merde. Alors, pour rappel, je suis du coup née en France, je suis française, et mes origines sont indiennes, et on est dans le mouvement climat, donc pour moi c'était une double violence, c'est-à-dire que c'est censé être un mouvement qui est, pour moi en tout cas, bienveillant, etc., et j'avais pas compris ce qui m'arrivait. Et en fait, de ces petites micro-agressions, etc., j'ai compris aussi le lien avec le racisme, et puis l'idée que on a aussi tous nos biais, etc., et qu'il faut aussi déconstruire ça, même au sein du mouvement climat. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'écoféminisme décolonial. Et notre définition, et je reprends ce qu'avait dit aussi Paloma, c'est que face à cette urgence climatique, et on le voit avec le rapport du GIEC, etc., il y a des deadlines bien précises, on n'a pas d'autre choix que d'agir à la racine, c'est-à-dire vraiment des solutions radicales. Agir à la racine, c'est de comprendre du coup tous les systèmes d'oppression, de domination, de prédation, et à quel point ils sont interconnectés. Et ces systèmes-là, pour nous, c'est les systèmes du coup capitalistes, patriarcat et colonialistes. Et c'est ces 3 systèmes-là qui ont les mêmes pensées, les mêmes logiques de prédation, de domination et d'exploitation. Donc le patriarcat, c'est sur les femmes et les personnes minorisées. Le capitalisme, c'est les humains sur tout le vivant, y compris d'autres êtres humains. Et le colonialisme, c'est aujourd'hui le colonialisme historique, c'est l'Occident, donc les pays du Nord, sur tous les peuples des pays du Sud et leurs terres. Et donc c'est à cette intersection-là, de ces 3 mots racines, MAUX aussi, que nous créons en fait l'urgence climatique. Et nous, en fait, l'idée, c'est de vraiment comprendre ça, faire comprendre ça et d'agir à la racine. Et du coup, mathématiquement, logiquement, on arrive à des solutions qui sont à la hauteur de cette urgence-là, ne peut être qu'écoféministes et décoloniales. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, en fait, c'est quelque chose, tu citais le GIEC, donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, ce sont des milliers de scientifiques qui étudient toute la littérature scientifique mondiale sur les questions climatiques et qui en font un rapport dans lequel il y a à la fois la question des constats, à la fois la question de l'adaptation et de l'impact du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et à la fois les solutions. Et en fait, dans les solutions, on en parle très peu. Dans le 6e rapport du GIEC, donc dans le 3e volet du 6e rapport, le GIEC précise vraiment très clairement qu'on ne pourra pas faire face à l'urgence climatique sans plus de démocratie, sans prendre en compte les inégalités sociales, évidemment, les inégalités de genre, mais aussi les minorités et les discriminations. Donc en fait, alors, et le repère, le GIEC n'est pas un repère de gauchistes. Donc c'est très important. Non, mais c'est très important de le préciser parce que ça montre qu'on a vraiment besoin de ne pas prendre que la question climatique telle qu'elle. C'est-à-dire que c'est ce que disent les écoféministes d'ailleurs. En fait, on ne veut pas de la moitié d'un gâteau cancérigène. Et on peut tout à fait vivre dans un monde extrêmement inégalitaire, mais dans lequel on aurait réduit nos émissions de gaz à effet de serre et réduit les impacts du réchauffement climatique. Et c'est pas de ça dont on a envie. On peut vivre dans une dystopie décarbonée en quelque sorte. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, pour quand même mettre un peu d'optimisme dans tout ça, je trouve que ces dernières années, il y a de plus en plus de figures qui sont en fait en grande majorité des femmes qui émergent dans le débat international sur le climat, aux côtés de Greta Thunberg, qui était un peu seule au début, comme Vanessa Nakate ou Hilda Flavia Nakabouye, qui sont des activistes ougandaises qui se sont battues et qui se battent toujours malheureusement contre le méga projet pétrolier de Total qui s'appelle ICOP en Ouganda et en Tanzanie. Vanessa Nakate était par exemple à la COP 28 à Dubaï là récemment. Il y a aussi la militante philippine Mitzi Joneltan. Enfin, en fait, on voit de plus en plus aussi différentes figures qui viennent porter d'autres questions. Et la question fondamentale aujourd'hui, qui n'a pas du tout été réglée à cette COP, et peut-être qu'on en parlera plus tard, de la justice climatique. Justement, on va en parler. Souvent, quand on fait le lien migration-climat, on comprend pas trop. Oui, bon, ok, le climat, ça pousse les gens sur la route et tout. Mais est-ce que déjà, Paloma, tu voudrais donner un petit peu un contexte global, les grandes causes de départ, et pourquoi penser la question écologique sans la question migratoire, on arrive à des solutions qui sont inefficaces et incohérentes? Alors, je tiens à dire que je ne suis pas une chercheuse sur migration et climat. Donc voilà, je suis journaliste qui travaille là-dessus, donc je vais essayer de faire un panorama, comme tu l'as dit plus tôt. Donc les dernières estimations de la Banque mondiale, c'est 216 millions de déplacés climatiques d'ici à 2050. En 2022, on a eu un nombre record de 31 millions de déplacés climatiques dans le monde. Mais le principal problème aujourd'hui, en fait, c'est que on n'utilise pas les bons termes, parce qu'en fait, on a tendance à dire réfugiés climatiques. Alors souvent, moi, quand je donne des conférences, je dis, est-ce que vous savez combien de réfugiés climatiques il y a dans le monde? Bon, les gens me donnent des fourchettes, 100 millions, 200 millions, et je leur dis zéro, parce qu'en fait, en réalité, le statut de réfugié climatique n'existe pas. Et c'est tout le problème aujourd'hui. Le droit est en train d'évoluer, mais c'est une des premières choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de déplacés climatiques? Parce qu'en fait, dans la grande majorité des cas, les déplacements se font à l'intérieur d'un pays. C'est le cas, par exemple, au Bangladesh, pour ne donner qu'un exemple, ou sinon dans les pays transfrontaliers. Mais il y a très très peu de personnes qui vont, quand elles partent de leur pays à cause d'une sécheresse, à cause d'événements météorologiques extrêmes ou autres, partir à l'autre bout du monde. Évidemment, elles partent juste à côté parce qu'elles n'ont pas les moyens de toute façon de partir. Après, il faut noter qu'on commence à avoir des tendances en France, c'est-à-dire qu'en France, en 2022, il y a eu à peu près 130 demandes d'asile. Le premier groupe demandeurs d'asile, c'était les ressortissants afghans. Donc ça, c'est lié justement aux questions géopolitiques parce que les talibans ont repris le pouvoir depuis 2021, donc forcément il y a eu beaucoup d'Afghans qui sont partis et d'Afghanes, mais le deuxième plus gros groupe, ce sont les Bangladais. Et donc en fait il y avait quand même 10 000 Bangladais qui ont fait des demandes d'asile en France, sachant que voilà, le Bangladesh est un des pays qui est vraiment les plus en première ligne des conséquences du dérèglement climatique, notamment avec l'érosion des côtes. Donc ça, c'est un des points à avoir en tête. Et maintenant, en fait, ce qui est très compliqué, c'est aussi de chiffrer ce nombre de déplacés climatiques parce que
en fait, tout est lié, comme on le disait au début, mais tout est lié aussi dans les causes des migrations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire forcément à chaque fois cette migration était liée à cette sécheresse ou à cet ouragan. Parce que malheureusement, en fait, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, c'est-à-dire que le dérèglement climatique menace la paix mondiale avec d'autres facteurs. Et donc, tout se mélange en quelque sorte. Donc, parfois, les migrations, elles sont liées à la fois à une situation géopolitique, à la fois à une situation climatique qui va aggraver les choses. Typiquement, voilà, on sait que les sécheresses font qu'on a de moins en moins de ressources. On sait aujourd'hui qu'il y a des guerres autour de l'eau. Donc tout ça, en fait, vient catalyser des conflits déjà existants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on a beaucoup parlé à un moment de la Syrie et du fait que la guerre civile en Syrie était liée à des questions climatiques et notamment une sécheresse qui a provoqué un gros mouvement de population justement vers les villes et qui aurait été un peu le catalyseur de la guerre civile. C'est un facteur parmi d'autres, mais on ne peut pas dire que la guerre civile en Syrie a été liée à l'urgence climatique. C'est plus compliqué que ça. Donc en fait, voilà, encore une fois, et c'est pas facile, mais il faut prendre en compte cette complexité-là aujourd'hui pour analyser ces déplacements de population dans l'ensemble et justement toute cette question des déplacés climatiques. Complètement, et je rebondis juste sur ça rapidement. C'est le fait que en France, dans le monde plutôt, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout le système de protection des droits des réfugiés qui s'est mis en place. Et il y avait cette grande différence entre ceux qui fuient leur pays et ceux qui décident de partir. Maintenant, on se rend compte que ces catégories, elles ont plus lieu d'être parce que une personne qui, par exemple, une personne qui vit au Sahel, qui a une agriculture de subsistance, qui ne peut plus cultiver, qui ne peut plus maintenir en vie son élevage, va peut-être envoyer son enfant à la ville, qui va se retrouver à la ville, qui va peut-être pas trouver de travail, et qui du coup va partir sur les routes migratoires. Et qu'est-ce que c'est du coup? Est-ce que c'est la migration économique? Est-ce que c'est environnemental? Sur les routes, il y a des violences, il y a énormément de possibilités d'être victime de violences, de traite d'êtres humains par exemple. Donc il pourrait y avoir aussi un motif politique. Donc en fait on se rend compte que les catégories que notre droit a et qu'il essaie vraiment de garder de migrants économiques, réfugiés politiques, et maintenant on parle d'environnemental, et ben ça ne fonctionne pas en fait. Et tant qu'on on réforme pas justement la manière de protéger les personnes qui arrivent en Europe et en France, et ben on se retrouve avec des solutions qui vont être très incohérentes et énormément de personnes qui ne peuvent pas être protégées. Moi ensuite j'avais une petite question pour Souba. Est-ce que toi, au niveau de solutions, d'écoféminisme décolonial, est-ce que dans d'autres pays, il y a des actions qui ont été mises en place que toi tu as notées qui pourraient fonctionner, sur lesquelles on doit s'inspirer en tout cas? Oui, alors peut-être juste si je peux compléter ce qui a été dit. En effet, tout est lié. Et l'idée aussi d'avoir une approche décoloniale, justement, c'est de comprendre que tout est lié, mais elle est liée parce qu'il y a eu une histoire à l'origine. Et donc, souvent, je commence, pour faire comprendre ces liens-là, avec notamment capitalisme, patriarcat et colonialisme, je commence avec cette question, est-ce que quelqu'un saurait dans le public répondre à cette question? Quelle est la première entreprise de toute l'histoire de l'humanité qui a été la première SA, Société Anonyme, cotée en bourse? En gros, la première entreprise qui est aujourd'hui liée au capitalisme moderne. Non? C'est la Compagnie néerlandaise des Indes. Et donc, en fait, je raconte cette histoire parce qu'il y a toute une symbolique derrière. La Compagnie néerlandaise des Indes, donc c'était en 1602, et c'est la symbolique forte du point d'origine finalement de l'urgence climatique, parce que c'est du coup une société patriarcale. Bien sûr, il n'y avait que des hommes à l'intérieur qui ont du coup, à travers leur conquête colonialiste, ont enregistré, donc les activités qui étaient enregistrées, c'était la traite des esclaves et l'exploitation des ressources en Asie et notamment en Inde. On est en 1602. Hein. Et donc, du coup, dans le sillage, cette exploration, symboliquement, a aussi ancré, imposé à toute une planète, tout le reste de la population, cette logique, ce paradigme, cette vision du patriarcat, du colonialisme et du capitalisme. Et donc, c'est très important de connaître ces histoires-là et de en fait, revenir à l'histoire coloniale aussi, notamment occidentale, européenne, parce que c'est de là que ça part. C'est parce que c'est de là que ça part le fait que ce soit mondialisé le problème et qu'il y a une urgence climatique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que en fait, cette vision-là, du coup, elle est planétaire. Et l'histoire coloniale et esclavagiste, aujourd'hui, c'est ça qui a créé les pays du Nord, dits du Nord, et les pays dits du Sud.
On n'apprend pas trop à l'école, en tout cas en France, où il y a 3 pauvres pages sur la colonisation. Mais c'est ça, ça vient pas du ciel qu'il y ait des pays du Nord et des pays du Sud. Et ça, en fait, il faut vraiment remettre dans le contexte. Et c'est pour ça que l'approche décoloniale est très importante pour comprendre notre histoire commune. C'est pour ça aussi que je suis héritière de cette histoire, parce que je suis née ici. Et donc, du coup, c'est très important d'avoir ça comme contexte, parce que c'est cette distorsion, ce déséquilibre géopolitique, du coup économique, de pouvoir, qui fait qu'aujourd'hui, on continue de consommer et d'exploiter dans les pays du Sud. Les pays du Sud deviennent les premiers pays vulnérables, les premiers pays qui sont en train de mourir face à l'urgence climatique, et sont les derniers responsables. Tout à l'heure, quand il y a eu à la conférence, quand je disais une de mes premières prises de parole, et j'ai eu cette remarque raciste sur dans votre pays, s'ils ne seraient pas plus nombreux, on ne serait pas dans cette merde. En fait, il faut rappeler qu'un Indien moyen, c'est 3 à 4 fois moins d'empreinte carbone que moi-même, ou nous Français, ici en France. Et du coup, le pays, en fait, en effet, il pollue, il produit, mais pour qui il produit? Il faut se rappeler ce questionnement-là. Et c'est pour ça que l'approche décoloniale est très importante, parce qu'elle nous ancre l'histoire, et on fait comprendre que le présent n'est qu'un continuum, en fait, de cette histoire-là. Donc, toutes ces distorsions, tous les désastres climatiques, même là, on parlait de la COP, le fonds, en fait, de dommages et intérêts, le combat aussi de Vanessa Nakate, etc., le fait que Total, ICOP, etc., puisse encore continuer à piller l'Afrique, le continent africain, etc., c'est à cause de cette histoire-là. C'est parce qu'il y a eu ce déséquilibre économique dès le début, cette exploitation, et qu'il n'y a jamais eu réparation, jamais de dédommagement, que, en fait, on se permet encore ça aujourd'hui. C'était important. Ce qui est assez dingue d'ailleurs, c'est que pendant longtemps, et heureusement on n'utilise plus vraiment ce terme-là, mais on a parlé de pays sous-développés, ce qui est quand même extrêmement raciste, disons-le. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, il y a des chercheurs qui ont essayé d'identifier les discours qui revenaient en permanence pour dire... En gros, voilà pourquoi on ne devrait pas agir pour le climat aujourd'hui et pour préserver nos conditions de vie. Il y en a 12, et l'un d'eux, c'est justement de reporter la responsabilité. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, en fait, de parler de la surpopulation mondiale, de dire, voilà, c'est à d'autres pays d'agir, ou de toute façon, on est trop nombreux sur Terre, etc. Ce qui, évidemment, n'est pas la question. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit les ressources équitablement aujourd'hui. Et pour revenir justement à cette question de la justice climatique, c'est assez fou ce qui s'est passé, parce que je sais que voilà, les COP, ça passionne pas tout le monde. Voilà, il y a plein de gens. Je pense que si j'arrête quelqu'un là dans la rue tout à l'heure en lui disant est-ce que vous connaissez les COP, on me dira oula, c'est quoi ça? Ce sont les conférences internationales sur le climat. Il y en a depuis 30 ans, et l'idée c'est de faire en sorte que les pays s'accordent pour essayer justement d'avoir des politiques ambitieuses pour préserver nos conditions de vie. Bon, vous voyez bien que depuis 30 ans, ça n'a pas eu des résultats extraordinaires, et là où c'est le plus important, c'est que justement sur la question de la justice climatique, dès le début, il y avait quelque chose de complètement vicié. Ça fait depuis 30 ans qu'il y a des ONG, et notamment justement des pays dits du Sud, qui se battent pour dire nous, on est en première ligne d'un problème qu'on n'a pas nous-mêmes créé, et on aimerait que vous nous aidiez financièrement à y faire face, parce qu'en fait, c'est vous qui avez créé ce problème, donc ça nous paraît normal. Juste pour vous donner un exemple sur la question des pollueurs historiques, si on prend les émissions cumulées de la France depuis 1750, c'est le 8e plus gros pollueur historique au monde. Donc on a une responsabilité, et il y a plein d'autres pays qui sont dans ce cas-là. Et donc, 30 ans de lutte, et cette année seulement, on a un fonds qui s'appelle de pertes et dommages dans le jargon des COP, qui en fait, le but, c'est simplement d'aider les pays qui, justement, sont en première ligne du dérèglement climatique, et donc, qui sont avec des événements climatiques extrêmes qui vont causer des morts, qui vont paralyser leur développement économique, qui vont aggraver leurs dettes, donc qui les entraînent dans un cercle vicieux insupportable. Eh bien, aujourd'hui, on a 700 millions d'euros qui ont été mis sur la table par les pays dits du Nord ou pays riches, alors que les besoins, ils se situent autour de 500 milliards d'euros. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à peu près le décalage entre les deux. Et la deuxième question qui est aussi très importante, c'est la question de l'adaptation. C'est-à-dire, une fois que les effets sont là, une fois qu'on doit vivre en fait avec des températures potentiellement extrêmes ou des sols qui sont déjà éprouvés, etc. Bon, bah, on a besoin d'argent aussi pour ça. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 20 à 40 milliards qui est prévu de mettre sur la table. Et là, les besoins, ils sont à nouveau autour de 300 milliards. C'est-à-dire que juste sur les 2 dernières années,
les 55 économies les plus vulnérables au monde, elles ont subi des dommages à hauteur de 500 milliards d'euros. Donc, en fait, on parle de ces ordres de grandeur-là, et on a l'impression que ça passe totalement à côté. Et dernière chose qui est complètement hallucinante, justement, par rapport à cette conférence internationale et qui raconte tellement de choses, c'est qu'au moment où le sultan Al-Jaber, donc président de la COP, a tapé avec son marteau en disant voilà, l'accord est adopté, en fait, toutes les petites îles, les États insulaires, donc qui risquent de disparaître si on dépasse les 1,5 degrés de réchauffement, elles n'étaient pas dans la salle. Parce qu'en fait, elles étaient encore en train de travailler sur l'accord et elles ne savaient pas qu'il serait adopté aussi vite. Et ça raconte tout. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des décisions sans les premiers et les premières impactés. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Souba, sur ça? Oui, bah, c'est exactement ça. Du coup, je reviens à ta question. Les solutions, en fait, il faut que, encore une fois, dans les tables de discussion, quand je dis des tables de discussion, c'est celle-là, hein, par exemple, jusqu'aux tables de décision, aussi en passant par les tables des nouveaux récits, des mondes de demain, des nouveaux imaginaires et qu'on voit, il faut qu'il y ait cette diversité de voix aussi. Il faut qu'il y ait les premières personnes impactées et concernées, qui, pour la plupart, hein, et je parle de ça parce que ma famille en fait partie, en fait, ne parlent pas du mot écologie. En fait, ils n'ont pas le mot écologie à la bouche. Ils ont d'autres mots. Ils font de l'écologie depuis qu'ils sont nés. Parce que on n'est pas riche, parce que aussi on a quelque chose de très culturel, en tout cas dans nous, notre culture indienne, quelque chose de très ancré à la terre, etc. de facto, et surtout notre culture avant la colonisation, avant l'impact colonial. Par exemple, nos royaumes là-bas, la majorité était végane. On le voit aussi dans l'Ayurveda ou encore dans l'hindouisme, le paradigme qu'on avait et le soin qu'on avait avec la nature. Et donc, en fait, quand on parle, par exemple, à des personnes issues de ces cultures-là, parce qu'il n'y a pas qu'en Inde, il y a beaucoup de cultures, notamment des pays du Sud, qui sont comme ça, et qui l'impact colonial a fait bifurquer, puisque a imposé un changement de paradigme et de vision. Donc, ils sont devenus carnés, etc. Et en fait, c'est leur redire que, en fait, l'écologie, il faut passer par l'approche décoloniale, se reconnecter à ses racines, se dire, mais attends, avant la colonisation, c'était comme ça notre culture. Donc se rattraper à ça, en fait, c'est une autre porte par laquelle on passe pour parler d'écologie avec d'autres types de cibles, d'autres types de populations qui ne se sentent pas aujourd'hui représentées dans le mouvement climat écologique. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, une des solutions, c'est ça, c'est passer par des portes qui font écho à ces personnes-là. Qui sont les premières personnes impactées, c'est-à-dire les femmes, les personnes racisées, les personnes minorisées, les personnes de quartiers populaires, dans les banlieues, dans les zones rurales. Et en fait, on le voit, souvent je pose aussi cette question, on a fait un sondage en 2019 au sein des impactrices, quand on vous parle d'écologie, quelle personnalité vous vient à l'esprit? Et peut-être que vous en avez là, si je vous la pose. Allez là, Vandana Shiva, ouais, toi t'es trop conscientisée aussi. En tout cas, en 2019, il y en a d'autres peut-être. Ok, bon, en 2019, en tout cas, quand on a posé les questions, bien sûr, c'était les mêmes personnes qui arrivaient. Encore une fois, je ne reviens pas du tout sur le travail, c'est vraiment, nous, on travaille sur la représentation et la diversité. Donc, il y a beaucoup de ces personnes-là que je suis aussi, et je suis le travail. Mais en effet, c'est Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Le Bon Pote, Cyril Dion, qui est là aussi. Bonjour. Qui font un super travail pour la plupart et tout. Ces dernières années, on a pu voir aussi dans nos sondages, ça a évolué, des femmes arrivées comme Camille Etienne, etc. Mais on a remarqué que dans nos sondages, donc il n'y avait que 2 femmes. Et celle qui a aussi retourné la planète, qui était quand même Greta Thunberg, elle arrive en 9e position, quoi. On est là, en fait, on a tous des biais, encore une fois, c'est des biais cognitifs qui fait que la représentation, c'est le reflet de la société, quoi. Et en fait, forcément, quand on a tous ces visages en face de nous, donc ce sont des personnes blanches, souvent citadines, souvent de Paris, qui ont fait de grandes écoles, etc. Il y a que 2 femmes. En tout cas, en 2019, là, heureusement, ça commence à changer et ça fait trop du bien. Mais comment, par exemple, des personnes comme mes parents, ils peuvent se projeter? Comment ils peuvent se dire écolo, alors qu'en plus, c'est les premiers impactés? Je rappelle que, par exemple, en tant que femme, on a 5 à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique. Je rappelle aussi que, par exemple, pendant la canicule de 2003, dans le 93, là où la population est le département le plus pauvre de France, et là où les personnes racisées sont surreprésentées, le taux de mortalité lors de cette canicule, elle était de 160% supérieur au taux national.
Donc on voit que les premières personnes impactées, c'est les personnes que j'ai nommées ci-après, et que ce n'est pas celles qui sont représentées où elles ne sont pas surreprésentées dans le mouvement climat, que ce soit dans les tables de narration, de discours, de discussion, jusqu'aux tables de décision, dans les startups qu'on voit et dans les organisations, etc. Et donc nous, c'est vraiment ça l'enjeu. Les solutions, en fait, c'est de vraiment parler diversité et inclusion pour intégrer ces voix-là, pour que les solutions soient connectées, et qu'elles soient plus justes et qu'elles soient plus... en fait, qu'elles prennent en compte les besoins et les risques des premières personnes qui sont impactées, qui sont déjà en train de mourir finalement. Et je pense qu'il y a aussi un immense enjeu à laisser la place et à se dire que, à vraiment changer notre mode de pensée en se disant que, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a souvent ce truc-là aussi du dernier arrivé ferme la porte en quelque sorte, et de se dire ah bah voilà, moi j'ai réussi à arriver aussi haut, donc je vais y rester et je vais rester bien confortablement. Je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de justement être dans une solidarité en se disant je vais utiliser la notoriété ou le respect que j'ai pu obtenir à travers mon travail pour mettre la lumière sur ces personnes-là, pour leur laisser la place quand je le peux, et donc dire ah bah non, invitez plutôt cette personne, et c'est hyper important. Enfin clairement, voilà, moi je suis petite blonde aux yeux bleus qui vient d'une grande école, hein, j'en suis tout à fait consciente, et parfois j'utilise, enfin je suis journaliste, donc j'utilise mon métier pour parler de ces sujets au maximum, etc. Mais il y a aussi des moments où je ne peux pas en parler mieux qu'une personne qui est directement concernée, et mon expérience de vie n'est pas la même que justement une femme noire ou une femme arabe par exemple, et c'est absolument normal. Et après, je pense que quand même il y a le mouvement, tout le mouvement climat. Donc quand on dit mouvement climat, c'est un peu voilà, toutes les associations qui militent aujourd'hui en France est quand même en train de se questionner là-dessus. Je pense que c'est important, et que même dans le débat public, on sent que ça commence à un peu bouger très 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 doucement, hein. Mon lapsus c'était révélateur, boucher. Et c'est important de pousser cette dynamique-là. Mais on a des personnalités aujourd'hui comme Ferris Barka, qui a monté le mouvement banlieue climat, comme Fatima Wassak, qui a énormément réussi à vulgariser toutes les questions autour de l'écologie populaire, et de montrer, encore une fois, que oui, les premières personnes impactées n'étaient pas celles à qui on donnait la parole, n'étaient pas celles dont on se préoccupait. Et souvent, en fait, on le voit justement dans les quartiers populaires, ce sont les endroits où on va se permettre de mettre des déchetteries, où on va avoir des zones industrielles juste à côté, etc. Parce que en fait, ce sont des personnes qui vont pas forcément se rebeller contre ça, qui n'ont pas les moyens de le faire, et qui souvent en fait ne sont pas là par choix non plus, et qui se retrouvent à être les premières victimes de la pollution de l'air ou d'autres choses comme ça. Et c'est hyper important de faire en sorte que aujourd'hui ces personnes aient une voix et qu'on parle de ces sujets-là, et que typiquement dans le cas des Jeux Olympiques par exemple, on se dise pas que c'est normal qu'on ait aujourd'hui des purificateurs d'air dans les logements des joueurs olympiques, alors qu'à côté de ça, toute la population alentour étouffe. Ça, c'est complètement délirant. Complètement. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire. Moi, je viens du milieu agricole, et c'est un discours qu'on entend énormément auprès des agriculteurs et qui ne sont pas du tout inclus. Donc, de plus en plus, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment beaucoup de discours de parler avec des agriculteurs que je connais qui me disent mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais nous, bien sûr qu'on connaît tout ça. On les voit, nos plantes en train de mourir. On essaie de pas mettre d'engrais chimiques. Mais du coup, il y a eu ça comme conséquence. Et puis nous, il y a des rendements derrière. Les premiers concernés, encore une fois, ne sont pas pris en compte. Leur voix, leur expertise ne sont pas toujours pris en compte dans la solution. Ouais, carrément. Exactement. Mais c'est pour ça que je parlais jusque dans les zones rurales. Nous, on a beaucoup dans les impactrices. Du coup, si je reviens à mon association, c'est vraiment une communauté où nous, on passe par le prisme du genre. Du coup, on porte la voix des femmes et leurs projets et leurs solutions. Et beaucoup de femmes agricultrices, justement, nous disent moi, je suis pas du tout dans ces zones-là. Et donc, moi-même, j'apprends. Et elles me disent, par exemple, il y a eu un film qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. On en a parlé un petit peu. Donc, c'est un réalisateur très connu, qui sort son film. Et en fait, les agricultrices, elles se sont dit, mais il y a une invisibilisation totale des femmes et du rôle des femmes dans tout le documentaire. Après, le documentaire, il était bien, il a soulevé beaucoup de choses et tout, mais c'est toujours la même chose, comme c'est un homme blanc, du coup, qui l'a fait. Il l'a fait avec ses biais. Donc ça ne veut pas dire que c'est nul ce qu'il a fait, hein, mais encore une fois, il l'a fait avec ses biais. Et donc dans les tables qui ont réalisé ce film, il n'y avait forcément, je pense, que des gens qui lui ressemblaient. Et donc du coup, il y a et pas beaucoup de femmes en tout cas, je pense. Et en fait, les agricultrices, quand on en a parlé, elles disaient déjà elles se sont senties invisibilisées, et surtout
elles avaient des solutions autres que ce qui était présenté dans le film, puisqu'encore une fois, dans leur rôle dans les zones rurales, etc., elles ont en plus le rôle de terrain, mais du care. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et donc, c'est pour ça que nous, en tout cas, avec les impactrices, on passe vraiment par la force et la puissance et l'empouvoirment des femmes dans toute leur diversité. Et est-ce que toi, il y a des initiatives dans d'autres pays qui t'ont inspiré, notamment des pays du Sud? Oui, alors en effet, au niveau international, il faut savoir que comme on parle d'écoféminisme, en fait, ça a été théorisé par une Française en plus, du coup Françoise d'Aubonne dans les années 70, dans son livre du coup Le féminisme ou la mort. Et mais ça a été théorisé en France. Sauf que, oui, les luttes écoféministes ont toujours existé et pas forcément eu le temps d'être théorisées ou documentées parce que les personnes qui luttaient, elles étaient en lutte, quoi. Et un des mouvements écoféministes qui était frappant, c'était, pour moi, ce qui m'inspire le plus, en tout cas, ce sont celles où je peux me projeter. Donc, c'est celles des femmes du Sud global. Et parce que je trouve qu'il y a une puissance supplémentaire dans le sens où elles sont encore une fois à l'intersection du colonialisme, du patriarcat et du capitalisme. C'est par exemple le mouvement, on parlait de Vandana Shiva, voilà, de Chipko, ouais. Et où en effet, pour raconter vraiment cette histoire, ce sont des femmes. Alors, donc les entreprises occidentales vont pour l'exploitation des terres et tout déforester au nord de l'Inde des forêts, etc. Les femmes qui ont cette intelligence et cette culture en fait savent que s'ils déforestent à côté tout un pan de la forêt, l'année d'après, il y a la famine. Enfin, elles comprennent, même à l'intérieur, il y a des personnes qui sont illettrées, etc. Elles comprennent, en fait, elles ont l'expérience de vie, elles savent, elles connaissent la terre. Donc, ce qu'elles font, elles préviennent, en fait, les chefs de village, parce que ça reste patriarcal, du coup, elles préviennent les chefs de village et tout, et les hommes du village, en fait, comprenaient pas, enfin, au départ, en tout cas, au tout début du mouvement, n'étaient pas, en fait, elles ont dû passer au-delà des chefs du village. Donc, en fait, on voit même à l'intérieur qu'il y a un aspect patriarcal et que ce sont les femmes qui sont en solidarité avec d'autres personnes alliées, aller protéger les arbres, donc embrasser les arbres pour éviter donc la déforestation. Les hommes ensuite ont compris et sont venus, mais c'est comme ça que ça a commencé le mouvement Chipko. Et pour dire du coup, voilà, ça a permis déjà d'être mondialisé. C'est un des premiers exemples écoféministes, en tout cas que moi j'ai en tête, où Vandana Shiva en a fait partie. Mais il y a aussi Alors pourquoi c'est aussi puissant pour moi? Mais parce que, encore une fois, ce sont des femmes indiennes qui se sont battues pour la terre-mère, mais aussi leur propre terre, leur terre qui est l'Inde, et donc contre les entreprises occidentales. Et c'est cette puissance-là qui me touche particulièrement, parce que pour moi, c'est une symbolique de l'intersection des trois mots. Et après, il y a les mouvements, par exemple, Las Mujeres Amazonicas, qui sont les femmes, du coup, en Amazonie, pareil sur la déforestation, etc. Ou encore un peu plus contemporain, du coup, il y a aux États-Unis, avec le Pentagon Act. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'était le mouvement afroféministe, qui, du coup, c'était contre le nucléaire et contre aussi le racisme environnemental. Quand tu parlais des déchetteries, etc., qui étaient dans des quartiers pauvres et où les personnes racisées sont surreprésentées, c'est le concept de racisme environnemental qui a été aussi théorisé par Benjamin Chavis dans les années 80, qui dit que, en fait, là où il y a des territoires plus pauvres, du coup, il y a plus de personnes racisées qui sont dedans. Et en fait, on se permet du coup de mettre des centrales nucléaires, des déchetteries, que ce soit aux États-Unis, mais on le voit même en France, c'est pareil. On voit le 93, on voit les banlieues à Lyon, on le voit dans nos propres territoires outre-mer. C'est pareil, c'est la même logique de racisme environnemental. Et donc, du coup, les afroféministes, pendant le Pentagon Act, donc contre le nucléaire, ont aussi dénoncé ce genre d'enjeux. Donc, c'est pour ça que quand ça vient de femmes, de minorités, de personnes racisées, etc., il y a vraiment cet enjeu décolonial qui est puissant aussi. Donc, c'est pour ça que nous, au sein des Impactrices, on milite vraiment pour qu'il y ait la voix de toutes les femmes dans toute leur diversité, et aussi la voix des personnes racisées au centre. Ce que je trouve en fait extrêmement fort avec le mouvement Chipko, et Vandana Shiva le dit, vraiment c'est ce mouvement qu'il a construite en quelque sorte, et elle s'était fait la porte-parole du mouvement auprès des autorités. Donc elle allait à New Delhi pour aller parler aux autorités, par exemple négocier avec elles et les alerter aussi, notamment sur le fait que finalement en fait toute cette déforestation allait totalement impacter la ressource en eau de la région, et donc créer évidemment énormément de drames, et notamment à cause de Coca-Cola. Et quand elle allait les voir, et quand elle allait voir même les dirigeants de Coca-Cola, elle disait voilà, et les fans du mouvement Chipko lui disaient, est-ce que tu peux leur dire qu'ils ont
qu'ils ont en fait que quand on boit du coca, finalement, c'est notre sang qu'on boit. Et je trouve en fait ça hyper fort parce qu'il y a vraiment cette idée de se dire on n'a pas d'organisation spécifique, on n'a pas de moyens financiers, mais on peut interposer nos corps et on peut aussi être en solidarité. Et donc, ce sont des femmes qui s'interposaient seules avec leur corps pour empêcher en fait qu'on abatte des centaines et des centaines d'arbres. Et on voit aujourd'hui que cette question du corps, elle revient de plus en plus, c'est-à-dire que on est de plus en plus impacté dans nos corps par ce qui est en train de se passer, et même en France, justement, du fait des canicules à répétition, etc. Mais on est aussi obligé de plus en plus d'interposer nos corps pour empêcher des destructions. Et donc, c'est ce qu'on voit avec la désobéissance civile, avec des jeunes qui peuvent se coller la main sur le bitume ou bloquer les routes, etc. C'est-à-dire, en fait, on ne sait tellement plus quoi faire que, en tout cas, on interpose nos corps. Et je trouve que ça, c'est extrêmement fort. Quand on le voit, et ça crée aussi voilà, une solidarité hyper importante en fait entre les personnes quand on vit un moment comme ça d'action. Tout à l'heure, on a parlé d'écofascisme. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette notion? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Paloma pour revenir dessus. Moi, en 2017, du coup, c'était une narration que j'entendais beaucoup, un peu comme le zéro déchet aussi, désobéissance civile, etc. Et que je comprenais tout à fait. Et j'ai essayé. Mais la désobéissance civile, il y a vraiment cette approche à avoir que tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que personne racisée, quand j'étais chez Extinction Rebellion, j'ai bien compris que tout le monde ne pouvait pas le faire parce qu'on coursait beaucoup plus, moi ou mon ami noir, que d'autres personnes. Et on n'a pas les mêmes enjeux face à la police. Et en fait, du coup, je reviens vraiment à l'enjeu principal qui est quand on exclut les personnes ou la diversité des tables de narration même, on pense que c'est les solutions et celles en tout cas qui prennent le plus d'espace et que même moi j'ai accès, etc. En pensant que c'est les bonnes solutions. Et en fait, elles ne peuvent pas convenir à tout le monde parce qu'elles n'ont été faites que par une partie de la population seulement et pas par la majorité. Et donc là, l'approche décoloniale, antiraciste, féministe, parce que c'est aussi en tant que femme qu'on n'est pas considéré de la même manière face à la police ou en désobéissance civile, c'est important. Et donc, voilà, toutes ces narrations, c'est important en fait d'avoir ces prismes-là en tête pour dire que c'est des solutions, mais elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Et du coup, il faut avoir une diversité de solutions. Quand j'ai compris ça, dans désobéissance civile, par exemple, on peut faire le rôle d'allié, c'est-à-dire que moi, j'étais plutôt, pour appeler les avocats s'il faut, ou s'il fallait aider à la cuisine. Et en fait, je participais quand même à l'action. Il y a plein de rôles différents. Exactement. Et ce qu'on ne nous dit pas, en fait, en tout cas au départ. Mais donc, du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une diversité de voix. Et donc, du coup, pour revenir à l'écofascisme, ça, c'est le risque extrême. C'est-à-dire que si on continue de ne pas inclure les premières personnes impactées ou ne pas inclure la diversité, donc il peut se passer ça, le fait que la narration en tout cas de la désobéissance civile n'est pas faite pour tout le monde. Je parlais de zéro déchet. Très rapidement, c'est l'anecdote qui va me permettre de passer de l'écofascisme. En fait, au départ, encore une fois, moi, je me situe, je suis transfuge de classe. Aujourd'hui, je suis une bobo, alors c'est pour ça que je me permets de parler des bobos et tout, étant moi-même bobo. Et donc, du coup, quand j'étais dans ma phase zéro déchet, j'étais enceinte. Et on n'entendait parler que de ça. On était en 2017-2018, il y avait Bea Johnson qui avait sorti son best-seller, il y avait aussi des personnes qui en parlaient en France et tout. Et en fait, bien sûr que mathématiquement, on ne peut pas dire le contraire. Oui, si on réduit les déchets, en fait, et si on était tous ensemble à le faire et tout, blabla, et en fait, on sauverait la planète, entre guillemets. Et j'y croyais vraiment, parce que c'est aussi la narration dominante. Et donc, du coup, je l'ai fait. Et sauf que, déjà c'est moi qui suis partie en burn-out parce qu'en tant que femme, on avait toute la charge maternelle, toute la charge du coup morale. Mon mari m'aidait, mais voilà. Et ce qu'on ne parle pas quand il y a du zéro déchet, c'est du coup le prisme féminisme, que ça incombe à la femme d'avoir le plus en fait la responsabilité de ces tâches-là. Et ensuite, je retourne tous les week-ends en banlieue chez mes parents. Chez moi. Et quand je retournais chez mes parents, en fait, je faisais le même discours moralisateur moi-même. J'étais là, papa, maman, mais s'il vous plaît, arrêtez, allez faire du zéro déchet. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour mon fils. Drama queen et tout, mais parce que je le pensais vraiment.
Et alors là, ça a duré 2 week-ends parce que vous connaissez pas mon père. Il m'a pris au bout du 2e week-end, j'ai fait claque mentale dans ma tête. Il m'a dit, bon, Souba, tu te calmes direct. Il m'a fait sortir cette phrase, on n'a pas attendu les bobos pour être écolo. Et là, j'étais Et il m'a rappelé que quand on était jeune, par exemple, on avait des potagers ouvriers, parce qu'on n'avait pas les moyens en fait d'acheter des fruits et légumes. En fait, comme on n'était pas assez riche, on faisait du upcycling, comme dirait ma mère, parce qu'elle est venue de la cuisine avec genre une boîte Häagen-Dazs en disant « Tu sais que cette boîte Häagen-Dazs, là, qui est mon sachet de congélation, il est là depuis que tu es né. » En fait, c'est moi qui ai vraiment breveté le upcycling, c'est moi qui l'ai inventé. Et en fait, c'est tout ce truc-là, c'était une leçon d'humilité. Et je pense qu'en écologie et en climat, on a vraiment besoin de ça, d'entendre ces voix-là. Moi-même, ça m'a rappelé d'où je revenais et j'ai compris ça. Et en fait, c'est là qu'il y a le lien aussi avec l'écofascisme. C'est-à-dire que si on n'inclut pas ces voix-là, qui sont les premières personnes impactées, etc., ça va se retourner au... Alors, il y a soit le scénario de l'effondrement, soit l'humanité comprend qu'on est dans la merde à un moment donné, mais les personnes au pouvoir restent des hommes, et en tout cas en France des hommes blancs, etc. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre que notre survie elle est en danger, un peu comme la pandémie ou quoi, et on va trouver des solutions. On va faire les low-tech, on va les faire peut-être, sûrement, pour notre survie. Mais ça va se faire au mépris, aux dépens des personnes qui n'étaient pas aux tables de décision. Et souvent, je fais le parallèle avec Handmaid's Tale, si vous voyez, La Servante écarlate. Donc, vous voyez comment elles prennent cher, les femmes, je vois des oui. Parce que les low-tech, etc., il faut la charge mentale et la charge pour le faire. Et souvent, ça retombe sur les femmes. Et l'écofascisme, c'est ça le risque, c'est que si on n'intègre pas dès maintenant, et si toute la transition écologique n'intègre pas ces voies-là, en fait, on risque de tomber dans ça parce que les solutions sont faites sans nous, donc elles sont faites contre nous. Je suis assez d'accord et en même temps, je pense que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a clairement une montée de l'extrême droite dans le monde et en Europe. Et on voit que quand même, en général, le point commun de toutes ces droites extrêmes, c'est quand même un assez important climato-scepticisme. En France, on a justement un Rassemblement national qui essaie de se verdir de plus en plus. C'est un discours assez dangereux et qui est dans cette idée... alors voilà, on n'est pas vraiment climato-sceptique, même si certains députés le sont, mais on va plutôt être climato-rassuriste, donc on va dire que ce n'est pas si grave que ça, mais en tout cas qu'on y réfléchit. Je pense que c'est très très important de regarder ça de près et avec un regard extrêmement critique, parce que justement, comme on le disait au début, on ne veut pas vivre dans un monde décarboné dans lequel il y aurait toujours plus de racisme, toujours plus de discrimination, toujours plus d'inégalités. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de changer la société dans sa totalité et de changer complètement notre système de pensée. Et ce n'est pas du tout ce que propose l'extrême droite aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que l'extrême droite séduit de plus en plus en jouant sur les peurs et en jouant sur cette peur aussi qui devient de plus en plus importante aussi des effets du dérèglement climatique. Elle peut potentiellement aussi capter de nouvelles personnes. Donc voilà, moi je pense qu'il faut rester vigilant et qu'il faut continuer à déconstruire au maximum ce discours-là et montrer à quel point les solutions qui sont proposées sont des fausses solutions. Maintenant que j'ai bien plombé tout le monde, en recommandation, en fait, il y a des moments, j'essayais d'être un peu extérieure à la discussion et je me disais, quelqu'un qui rentre dans cette pièce et qui n'est pas très très sensibilisé aux questions climatiques ou encore moins aux questions féministes doit se dire « Oula, j'entends je ne sais combien de termes ting, décolonial, écoféministe, je ne comprends rien. » Et en même temps, je pense que c'est très important de parler de ces sujets, mais c'est important aussi de les rendre abordables. Donc la première chose, en fait, que je vous conseillerais, c'est déjà de créer des discussions autour de vous et de vous former à ces questions. On a besoin en fait de s'outiller intellectuellement, politiquement, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et comment est-ce qu'on peut chacun à notre échelle essayer de le changer et essayer en fait d'avoir une perception du monde qui est de plus en plus fine, de plus en plus complexe et qui permette aussi d'être le plus juste possible dans sa manière d'être au monde, dans le métier qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est le moment autopromo. Je vous conseille de... Et il y a évidemment plein d'autres contenus, mais en tout cas, vous pouvez regarder, si ces questions vous intéressent, vous pouvez regarder les entretiens que j'ai fait sur Blast avec Fatima Ouassak ou Ferris Barka de Banlieue Climat, qui sont vraiment des personnes qui pensent ces questions-là aujourd'hui, avec Lorraine Basside aussi, qui explique dans son dernier livre que le féminisme sauvera le monde, ou encore un entretien que j'ai fait aussi avec une chercheuse qui s'appelle Julia Tass sur les questions géopolitiques et climat, parce que là on a parlé justement de la question des
déplacés climatiques, mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Et comme je le disais plus tôt, finalement, on est à un moment où tout est en train de se mélanger et les effets du dérèglement climatique vont être un catalyseur et le sont de plus en plus, en fait, de tensions déjà existantes. Et c'est extrêmement important de se former pour le comprendre et de se rendre compte, pour terminer, que tout ce savoir-là, même si parfois c'est aussi un peu immense et puis ça peut être vertigineux, de déconstruire à ce point les choses, parce que ça peut être confortable aussi d'une certaine manière de ne pas regarder le monde tel qu'il est. Je pense que c'est aussi extrêmement émancipateur. Je le disais au début, ça permet de mettre des mots sur un sentiment d'absurdité sur le monde et de se dire que finalement, si on trouve ce monde fou, c'est pas parce que on est nous-mêmes fous, mais parce que ce monde l'est. Et peut-être qu'on peut justement se mobiliser tous ensemble avec nos intelligences, nos forces, nos cœurs, pour essayer de le rendre un tout petit peu moins fou. Alors, j'allais rebondir sur ce que tu disais. En effet, c'est s'informer. Et c'est vrai qu'il y a... Alors nous, c'est comme nous, notre cible, ça reste vraiment les femmes. Et moi, vraiment, les femmes et les personnes racisées. Merci beaucoup d'avoir écouté. Celles qui, en fait, restent sous-représentées. Et comment, en fait, les outiller, les informer, etc. C'est pour ça qu'on passe par d'autres narrations, par d'autres outils, etc. Donc, clairement, c'est s'informer autrement que la télé. Et donc, il y a aussi Histoire crépue, il y a Décolonisons-nous, il y a B-Side Media, il y a, tu l'as cité, Fatima Awassa, qui est son dernier livre, clairement, Écologie pirate. Il y a tous ces médias qui existent déjà pour faire le lien aussi avec le racisme et le féminisme. Enfin, le sexisme, en tout cas, l'antiracisme et le féminisme. Et à quel point c'est nécessaire d'avoir ces questions dès le début. Dès les tables de discussion et dès les tables de décision. Et donc, les recommandations, c'est s'informer, s'outiller aussi. Et donc là, les impactrices, donc on a un média, un festival pour s'informer, s'outiller, pour mettre en lumière aussi toutes ces voix qu'on ne voit pas et qui parlent à d'autres personnes aussi, avec d'autres narrations où on n'est pas forcément d'accord. Mais l'idée, c'est de parler au maximum de personnes. Et juste pour revenir sur le risque de l'écofascisme et pourquoi vraiment je parle de personnes racisées et de femmes racisées pour moi, puisqu'on est sur Commune et qu'on parle d'immigration, c'est pour ça que je fais vraiment un highlight dessus. C'est parce que, en fait, nous, on ressent déjà l'urgence à agir. Les personnes racisées, et je pense qu'il y en a beaucoup ici, on a déjà des proches de l'autre côté du globe. Donc quand on a d'autres proches qui n'ont pas cet enjeu-là, qui nous parlent d'éco-anxiété ou de choses comme ça, nous, on voit nos proches déjà mourir. On leur envoie depuis 10, 20, 30 ans de l'argent pour faire des puits, de l'eau, etc. Et c'est pour ça on l'a dans les tripes, l'urgence à agir, parce qu'on voit déjà la conséquence qu'elle a. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir nos voix, en fait, dans ces tables-là, où on n'a pas accès. Et je le dis parce que ça fait depuis 2017, par exemple, que j'ai les impactrices, et je vois tous les obstacles qu'on a, parce qu'on a un collectif de femmes, et en fait, que de femmes, à majorité de personnes racisées, et on a 10 fois plus d'obstacles pour avoir des financements, etc. Et donc, du coup, les recommandations, c'est aussi avoir des rôles d'alliés, c'est ce que tu disais. Parce que pour accélérer la transition écologique, on peut le faire qu'avec des alliances. Et c'est en travaillant ensemble qu'on pourra faire du coup un mouvement climat qui soit juste et inclusif. Et du coup, c'est ça qui sera à la hauteur en fait de l'urgence climatique. Et donc du coup, en fait, partagez l'information. Donc c'est d'abord informez-vous, ensuite formez-vous, ensuite rejoignez un collectif genre les impactrices. Et c'est ouvert à tout le monde. Moi aussi, je vais faire mon autopromo. Et enfin, partagez autour de vous les messages, etc. Mais en créditant les personnes et en mettant de la lumière sur les personnes dont les voix sont invisibles. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous poser vos questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison d'Immigration sans tabou avec un nouveau format. À très bientôt.